Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sous le chapiteau de la Cour Ovale pour le concours Ma thèse en 180 secondes du 11e Festival de l'Histoire de l'Art. Depuis plusieurs années, le concours Ma thèse en Histoire de l'Art et Archéologie en 180 secondes est un temps fort du festival pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est l'occasion de donner la parole à des jeunes chercheuses et chercheurs en Histoire de l'Art et en Archéologie et leur permettre de valoriser, de diffuser le travail de plusieurs années en s'adressant à un public large. À travers leurs discours et le travail titanesque de synthèse, de prise de parole et même de jeu d'acteurs, nécessaires à cet exercice complexe, ils vont vous transmettre ce qu'est la recherche en histoire de l'art et archéologie dans toute sa diversité. Aujourd'hui, ce sont 11 doctorantes et doctorants de la France entière, dont certains en co-tutelle internationale, qui vont vous présenter en 3 minutes l'essence de leur travail, sans en renier pour autant la complexité. À l'issue du concours, 3 prix sont décernés. 2 d'entre eux seront remis par le jury de professionnels qui nous fait l'honneur et l'amabilité d'être présents aujourd'hui, qui est composé de Marie-Pierre de Guillaume, membre de la Fondation pour l'art et la recherche et conservatrice au musée de Suresnes, Bertrand Gauthier, membre fondateur du Salon du dessin et galeriste, Hélène Guichard, conservateur en chef au musée du Louvre, Céline Ventura-Texera, maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université, Christian Voll, président de la Fondation pour l'art et la recherche, et Valérie Boudier, maîtresse de conférence à l'Université de Lille. Le 3e prix est le prix du public, et c'est donc vous qui voterez pour l'intervention qui vous a le plus enthousiasmé. Le vote se fera via le compte Instagram du festival, FHA-festival, auquel je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Au fur et à mesure des interventions, vous retrouverez en cliquant sur l'icône du compte Instagram des stories sur lesquelles vous aurez des photographies de chacun et chacune des participants, puis des sondages qui vous permettront de décider de la prestation qui vous a le plus enthousiasmé. Faites bien attention car vous n'aurez le droit de voter qu'une seule fois lors de ce sondage. Avant de laisser la parole aux candidats, je tiens à remercier vivement la Fondation pour l'art et la recherche et le Salon du dessin, nos partenaires pour le concours, les membres du jury bien sûr, et l'équipe du Festival de l'Histoire de l'Art et toutes les équipes de l'INHA et du Château de Fontainebleau qui ont permis d'organiser cet événement, et en particulier Marion Sergent et Sarah Chiesa pour la coordination. On va tout de suite commencer et laisser la place à notre première intervenante, qui est Vera Born-Kessel, qui est à l'Université de Leipzig et au Centre allemand d'Histoire de l'Art, et qui va nous parler de la place de l'animal dans le surréalisme. Jess. Imaginez-vous que de la paume de votre main, des fourmis sortent d'un trou. Leur déambulation provoque un picotement irrésistible. Quel étrange sentiment vous saisit. Cette image n'est autre que celle produite par l'imagination excentrique du film Un chien andalou. Que percevez-vous face à cette scène? Dégoût, malaise, angoisse, fascination ou même ravissement? Ce sont nos affects qui sont évoqués par la représentation d'animaux colonisant les univers visuels surréalistes. Et au-delà, quelle fonction les animaux remplissent-ils dans les œuvres des surréalistes? Quelles créatures sont-elles représentées? Jetons un coup d'œil à l'œuvre projetée au centre. Kurt Seligmann, l'artiste d'origine suisse, réalise ce tableau 13 ans après le lancement officiel du mouvement du surréalisme. En 1934, André Breton a proclamé une nouvelle forme d'expression, l'automatisme psychique pur, contre la conviction qu'il existe une réalité supérieure. En regardant au centre, différentes réalités se croisent car tous les animaux proviennent de contextes très variés et se réunissent de manière curieuse. À propos de curiosité, ton comportement n'est pas celui d'une sainte, chère monde religieuse. Est-ce que ton comportement n'a pas celui d'une sainte? N'as-tu pas dégusté ton mal après votre partie de jambes en l'air? Mais qu'est-ce que vous faites en bas? Quelle toile de girafe te montre le caméléon? Pour sûr, en 1938, le public parisien le reconnaît tout de suite. Il le croise lors de ses promenades au jardin des plantes et dans le muséum où le tableau est toujours accroché.
L'immense espace associatif ouvert par ce collage d'animaux illustre de manière exemplaire les méthodes subversives utilisées par les surréalistes pour briser nos habitudes visuelles et créer de nouveaux complexes de sens inhabituels. Mon projet consiste donc à parcourir la riche faune du surréalisme et à s'interroger sur l'importance multiple d'un animal. Une chose est désormais sûre, l'univers des animaux surréalistes est gigantesque et d'une importance capitale pour le mouvement du surréalisme. Merci. Merci beaucoup Vera, merci encore. Maintenant, nous allons accueillir Marie-Cola Desfrancs, qui est étudiante à l'École pratique des hautes études et qui va nous parler de la plumasserie parisienne au XVIe siècle. Comme nous sommes au Festival d'Histoire de l'Art, je veux vous montrer un tableau. Ou plutôt, je voudrais vous faire entrer dans un tableau, si vous le permettez, pour vous emmener faire la fête au XVIe siècle. Vous vous y voyez ? Une servante va et vient, un pichet à la main, et face à vous, 2 femmes jouent de la musique. Vous voyez comme elles sont bien habillées, et surtout, remarquez toutes ces plumes sur leur couvre-chef. J'entends bien, nous sommes dans les années 1530, donc des plumes, j'imagine que vous en croisez souvent, sur les morillons des gendarmes qui se déplacent en ville, sur les chanfreins des chevaux lors des tournois ou sur les costumes des acteurs de théâtre. Vous en possédez peut-être vous-même, chez vous, piqués aux 4 pommes de votre lit ou rassemblés en bouquets sur votre buffet. Mais revenons à notre fête. Vous l'aurez compris, nous sommes ici à Paris. Et c'est exactement ici, au pied de la cathédrale Notre-Dame, sur le pont Notre-Dame, qu'ont été fabriquées les coiffures de nos 2 musiciennes. C'est ici que vous trouverez les boutiques des chapeliers, des bonnetiers et celles des plumassiers qui ont transformé les plumes que vous avez sous les yeux. Ils les ont d'abord nettoyées, puis teintes, et les ont ensuite frisées avant d'y ajouter leur touche finale, ces minuscules brelans d'orfèvrerie cousus le long des rachis, que vous allez voir dans un instant. Nos panaches sont ensuite prêts, mais j'oubliais un détail. Avant toutes ces étapes, il a fallu faire venir ces plumes jusqu'à Paris. Les plumes d'autruche que vous avez sous les yeux viennent d'Afrique. Elles sont passées par les mains de chasseurs, de bédouins, de navigateurs, par le port de Marseille ou celui de Lisbonne, peut-être même par la cour d'Espagne avant d'arriver jusqu'à nous. J'ajouterai par ailleurs que nous autres Européens, nous avons mis les pieds il y a bientôt plus de 30 ans sur un nouveau continent et nous n'avons pas tardé à en profiter. Voyez, sur la scène, des marchandises des Amériques affluent déjà, et parmi elles, des perroquets aux plumes multicolores. De quoi donner des idées à nos plumassiers du pont Notre-Dame. Mais alors, me demanderez-vous, combien tout cela coûtait-il ? Évidemment, bien moins cher qu'une très belle tapisserie, mais croyez-moi, bien trop cher pour de simples musiciens ou pire de simples musiciennes. J'en viens donc à vous dévoiler le véritable sujet de ce tableau. Nous sommes depuis le début en présence du fils prodigue et de courtisanes, ce qui, je le vois bien, soulève de nouvelles interrogations dans l'Assemblée sur les plumes et leurs implications sociales, pour le moins ambivalentes. Ce tableau me permet de vous rappeler qu'étudier l'histoire de l'art, c'est avant tout étudier une société et tous ses paradoxes. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie. Nous allons maintenant accueillir Marie-Maxime de Andrade, qui est en co-tutelle à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui va nous parler d'un grand magasin. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer par vous poser quelques questions. Savez-vous ce que représente ce dessin? S'agirait-il d'un luxueux restaurant? Car on dirait bien un décor de cinéma, non? Ah oui, je sais ce que les plus initiés d'entre vous me diront.
c'est le somptueux décor d'un paquebot des années 1920. Car il ne fait aucun doute, nous avons bel et bien devant nous un poignant exemple du style art déco. Vous voyez juste, il s'agit bel et bien d'un espace qui s'inspire de la salle à manger du paquebot Île-de-France, tel que conçu par Pierre Patou en 1927. Maintenant, si je vous dis que ce dessin est de l'architecte français Jacques Carlu, gagnant du prix de Rome d'architecture en 1919, vous le créditerez à l'un de ses projets en France ou aux États-Unis, bien naturellement. Presque. Il s'agit du restaurant Le 9e du grand magasin Eaton de Montréal, un des rares exemples du travail de cet architecte au Canada et une manifestation phare de l'art déco au pays qui est malheureusement aujourd'hui fermée au public. L'entreprise torontoise Timothy Eaton & Company avait véritablement été séduite par le décor du paquebot Île-de-France et on la comprend. En 1931, elle fait appel au service de Carlu et de sa femme, ainsi qu'à la firme d'architectes montréalaise Ross & McDonald. Leur tâche commune, concevoir le décor du dernier étage ultramoderne du nouveau magasin Eaton de Montréal et qui, vous le comprenez bien, s'inspire directement du décor conçu par Patou. L'objectif de la compagnie Eaton était alors d'initier sa clientèle aux dernières tendances dans toutes les manifestations esthétiques grâce tant aux talents locaux qu'étrangers. On comprend par la somptuosité du décor que l'entreprise ne ménage pas ses dépenses pour assurer son succès à Montréal, qui est alors la métropole du pays. On en comprend donc qu'il s'agit d'un jalon déterminant, non seulement pour sa réussite commerciale, mais surtout culturelle. Maintenant, attardons-nous aux personnages dans ce dessin. Ils font bien plus que définir l'échelle du lieu. Ils nous permettent de comprendre le caractère vécu de l'adoption des tendances. Ainsi, cette salle à manger fait partie d'un ensemble de faits et d'objets culturels mis en place par la compagnie Eaton. Et elle permet à Eaton d'initier une clientèle de plus en plus nombreuse à ce nouveau langage esthétique des années 1920 et 1930. Ma thèse de doctorat, vous l'aurez donc compris, s'intéresse à l'univers visuel complet de ce grand magasin. Mon but, révéler le rôle culturel de cette entreprise commerciale et son instrumentalisation des considérations esthétiques de l'époque. Car après tout, ces expressions esthétiques promues et diffusées par Eaton traduisent la participation de ce grand magasin à la modernité esthétique canadienne. Le jeu. Bravo encore, Marie-Maxime. Merci. Vous l'aurez compris, c'est parfois cruel. Mais c'est tout l'enjeu de ma thèse en 180 secondes. Donc nous allons maintenant accueillir Louise Doubremel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va nous faire un peu remonter dans le temps et nous parler de l'histoire patrimoniale de l'abbaye de Cluny. Merci. La Pologne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne ont tous en commun d'avoir sur leur territoire des abbayes dites clunisiennes, formant un réseau qui converge vers la Saône-et-Loire, où se situe leur maison mère. L'abbaye de Cluny, c'est avant tout... L'abbaye de Cluny, c'est... L'abbaye de Cluny, c'est le cœur d'un réseau de plus d'1 millier d'abbayes au Moyen-Âge et à travers l'Europe. C'est aussi la Maior Ecclesia, la plus grande église du monde, avec plus de 180 mètres de long. Elle ne sera surpassée que par la nouvelle Saint-Pierre de Rome au XVIe siècle. Ce sont les vestiges de cette église abbatiale que vous pouvez voir sur cette photo. Et vous pouvez me voir, je viens à peine de passer le portail d'entrée de l'avant-nef, que j'ai pourtant déjà presque disparu tant les dimensions sont importantes. Pour vous donner une idée, 180 mètres, c'est environ 1,5 fois Notre-Dame de Paris et c'est presque 2 fois la cathédrale de Nantes. Dès la Révolution, l'abbaye fut vendue, puis partiellement démolie ou réemménagée, donnant naissance à des centaines de milliers de fragments lapidaires récupérés, remployés ou ensevelis. Et par fragments lapidaires, il faut entendre des fragments de pierre, souvent sculptés et parfois polychromes. Des dizaines de milliers de fragments nous sont parvenus, notamment grâce à des fouilles archéologiques du début du XXe siècle, alors qu'il n'y avait pas encore de cadre juridique, et les fouilles continuent d'ailleurs aujourd'hui.
Une partie de ces éléments lapidaires sont présentés au public et une autre, la majorité, sont conservés dans des dépôts. Ils sont aujourd'hui tous gérés conjointement par la ville de Cluny et par l'État. Mais voilà le problème. Ces éléments, nous ne savons pas exactement à qui ils appartiennent. Un siècle sans recherche mène à une question sans réponse. À qui appartiennent les restes de l'abbaye de Cluny, les restes de la Maior Ecclesia ? Sans propriétaire, nous n'avons pas de responsable, nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous ne pouvons pas prêter les objets, les déplacer, les restaurer, les conserver, les valoriser. Et surtout, nous ne pouvons pas nous assurer qu'ils seront légués aux générations futures. Et répondre à cette question demande du temps, beaucoup de temps. Trop de temps en tout cas pour que cela soit fait entre 2 réunions ou entre 2 coups de fil. Et il ne faut surtout pas penser que cette problématique ne concerne que l'abbaye de Cluny. Elle concerne tout le territoire. Pourtant, je pense qu'une solution pourrait se trouver devant vous aujourd'hui, non pas en ma personne, mais par le biais de la recherche, puisque mon sujet est à mi-chemin entre le droit et l'histoire de l'art. Les services étatiques de Cluny, qui financent mes recherches, en passant par la recherche, justement, démontrent que cette voie est possible, et plus nous serons nombreux à l'emprunter, plus elle sera facile. Enfin, et pour finir, je souhaite et j'espère que Feu, la maison mère de Cluny, sera le cœur d'un nouveau réseau qui nous permettra de mieux connaître le patrimoine national. Je vous remercie. Merci beaucoup Louise. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez voter pour votre prestation préférée sur le compte Instagram du festival, qui est FHA-festival. Vous allez en story et vous avez les photos des participants qui viennent de se produire devant vous. Et vous pouvez voter pour la prestation que vous avez préférée. Donc nous allons continuer avec notre prochaine participante, Émilie Kandassamy, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 7 Diderot, qui va nous parler de vêtements, mouvements et postures d'après les figurines en terre cuite du Tanagra et de Thasos. De nos jours, l'apparence d'un individu varie selon les vêtements portés, les postures ou la gestuelle adoptée. Elle permet par exemple de mettre en avant une personnalité, un état d'esprit et donne des indices sur son statut social. Si le vêtement répond à un besoin pragmatique, soit pour se réchauffer selon le climat, pour opter pour le confort, la mode vestimentaire répond, elle, à un besoin d'auto-affirmation, soit pour se distinguer et s'individualiser. Mais est-ce déjà le cas durant l'Antiquité ? Pour ce faire, mon sujet de thèse doctorale met en avant un corpus archéologique et vise à confronter les figurines en terre cuite de Thasos, une île du nord de l'Égée, et de Tanagra, en Béotie. Bien que semblables dans leurs mouvements, leur manière de se positionner, ces figurines se différencient par leur manière de porter les vêtements et de travailler les vêtements autour de leur corps. Et ces tissus agissent comme une seconde peau et sont acteurs à la fois de la corporalité, soit les actes du corps, et de la corporéité, les actes de l'esprit. Travailler sur les figurines en terre cuite que vous voyez ici fait appel à un certain onirisme, un imaginaire de la part des choroplastes, ces faiseurs de figurines en terre cuite. Et je discuterai de la place qu'ils occupent dans le processus de création des figurines. Est-ce qu'il existait des ateliers qui étaient spécialisés dans un type de vêtement ou dans le travail d'un élément du vêtement ? Pour ce faire, à travers mon corpus et une confrontation à la fois typologique et chronologique des figurines, je vais tenter de discuter d'une conformité entre les choix des artisans et les modèles réels observés dans les rues en Grèce. Et je vais tenter de savoir s'ils sont représentatifs ou non d'une mode ou deux modes antiques au pluriel entre les 6e et les 3e siècles avant Jésus-Christ. Merci beaucoup, Émilie. Je vais tout de suite inviter la prochaine candidate, Astrid Marty, qui est à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui va nous parler des pratiques de dépôt céramique. Je te laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de poubelle. La même poubelle que vous sortez toutes les semaines, le même jour de la semaine, dans les mêmes bacs, dans les mêmes sacs, sans faille, religieusement pourrait-on dire. Présenté comme ça, le simple fait de sortir la poubelle prend des allures de rituel, un rituel du quotidien. Et ce sont des pratiques structurées, communes à une grande partie de nos sociétés actuelles. Je vais donc vous parler de poubelle aujourd'hui, mais pas que. Je vais vous parler de la distinction entre ce qui est poubelle et ce qui ne l'est pas. Remontons maintenant le temps, à la fin du 5e millénaire avant notre ère. L'Europe est une mosaïque culturelle. L'on assiste à une régionalisation dans les productions matérielles chez des populations d'agriculteurs sédentaires organisées dans des sociétés de plus en plus complexes. Cette complexification se voit entre autres par l'édification d'ouvrages monumentaux, parmi lesquels se distinguent les enceintes à fossés interrompus. Ces sites, pouvant atteindre les 100 hectares pour les plus grands, ont nécessité une mobilisation collective très importante pour leur édification. Malgré cela, à l'intérieur, on a du vide. Quelques fossés, parfois un bâtiment. Seuls arrivent jusqu'à nous les traces de palissades et les fossés d'enceintes. Retournons maintenant au présent. Nous avons ces sites énigmatiques, monumentaux, où seuls les vestiges de mobilier dans les fossés portent témoignage des activités réalisées en leur sein. Des centaines de kilogrammes de vaisselle en terre cuite brisée, des ossements d'animaux, des outils, en un mot, la poubelle. Mais à la fouille, les archéologues ont reconnu des assemblages différents qu'ils ont nommés des dépôts. Le dépôt est un terme utilisé depuis longtemps dans la discipline, mais très connoté. Il évoque chez l'archéologue les concepts de religion, de rituel, de mise en scène dans la sphère publique, construits par opposition aux domestiques et à la sphère privée. L'un des axes principaux de mon travail de recherche est donc d'étudier les différences entre dépôt et rejet, en partant, dans un premier temps, des critères utilisés par les archéologues, puis en vérifiant, par l'étude des modes de rejet céramique, si cette distinction binaire est bien pertinente, ou bien si elle cache des réalités archéologiques différentes. Les vases complets, les amas de tessons concentrés dans l'espace, sont le plus souvent considérés comme des dépôts. Les épandages de tessons, comme on peut le voir ici, par contre, sont parfois considérés comme des dépôts, parfois comme des rejets. Mais l'étude de l'enceinte de Passel, pour prendre un exemple, nous montre que la situation est loin d'être aussi tranchée. En effet, on y retrouve une succession d'épandages de tessons dans lesquels s'intègrent des vases complets, considérés donc comme des dépôts. La poubelle nous parle donc, révélons par ceci toute la complexité dans les pratiques dépositionnelles de la céramique. À travers mon travail de thèse, je vise donc à établir un spectre des rejets. Mais bravo. Merci beaucoup, Astrid. Je vais maintenant appeler Antoine Moret, qui est à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en co-tutelle avec l'Université de Genève, et qui va nous parler de la place des montres et des instruments mécaniques dans la peinture d'Europe du Nord de 1500 à 1730. Une montre. Qu'est-ce que c'est une montre ? Une montre, c'est un instrument de mesure du temps qui est petit, mécanique, transportable, en général qui appartient à une seule personne, contrairement à l'horloge qui se trouve dans un clocher, qui fait son apparition au Moyen-Âge et qui, elle, informe toute une population aux alentours. La montre, elle, apparaît au début des années 1500. Elle connaît une évolution technologique au cours du XVIe et du XVIIe siècle, mais c'est alors un objet bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. En effet, à ce moment-là, la montre est considérée comme précieuse, rare, coûteuse, mais surtout, elle est terriblement imprécise. Pour vous dire, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que l'aiguille des minutes rejoigne la montre. Et même alors, on considère qu'elle continue de se dérégler d'environ une demi-heure par jour. Pas très pratique ni très fiable, vous en conviendrez. Dans ces conditions, comment envisager l'usage de cet objet à cette époque ? En la visualisant en contexte. Et justement, ça tombe bien, les artistes se sont justement emparés de cet objet dès son apparition. Qu'ont pensé les historiens de l'art de cet objet lorsqu'il était représenté au sein d'une œuvre ?
Ils l'ont considéré de deux manières, j'ai presque envie de dire avec deux écueils. Le premier, c'est de considérer cet objet très souvent à travers notre vision contemporaine, en considérant la montre peinte comme une montre actuelle. Seconde vision, le fait de plaquer sur cet objet une forme de systématisme, de considérer que la montre égale le passage du temps, la vie qui s'écoule comme le sable dans un sablier. Oui, très souvent, on a plaqué sur la montre et le sablier une même interprétation, celle d'une vision assez macabre, représentation allégorique du fait que la vie de l'homme est éphémère, personne n'est immortel. Pourtant, représenter une montre au XVIe et au XVIIe siècle, est-ce que ça ne dirait pas plus sur ces sociétés et sur leur rapport au temps ? Pour étudier cette question, je réunis dans ma recherche un corpus d'œuvres, riche de maintenant plusieurs centaines de tableaux, que j'analyse du point de vue de la composition, mais aussi pour comprendre comment les artistes ont représenté ces objets. Pour cela, j'ai recours à d'autres disciplines, notamment l'histoire des sciences, comprendre l'évolution technologique de la montre et voir si les artistes suivent cette évolution ou si déjà à cette époque représentent des montres plus anciennes. La dimension sociale également, pour comprendre si les artistes possédaient ou non des montres. Je vous ai dit que c'était des objets rares et précieux, on n'en est donc pas certain. Pourtant, on a des tableaux qui représentent des montres ouvertes, dévoilant leur mécanisme interne très complexe. Toutes ces questions constituent ma recherche, que j'ai baptisée « Montrer le temps », parce qu'à la recherche du temps perdu, malheureusement, était déjà pris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Je profite d'un petit instant pour vous rappeler que vous pouvez voter pour votre prestation préférée sur le compte Instagram du festival. Je vous répète encore une fois, comme ça vous n'allez pas l'oublier, FHA-festival. En story, vous pouvez voter dans les sondages sur la prestation de doctorantes ou doctorants que vous avez préférée. Alors, il y aura, à la fin, vous aurez, pendant la délibération du jury, pour les 2 prix du jury, vous aurez le temps encore de voter et on clôturera avant l'annonce des résultats les votes. Je serai là et je vous dirai. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pendant les délibérations du jury, vous pourrez venir nous voir pour qu'on puisse faire que tout se passe au mieux. Donc, sans plus de délai, je vais appeler notre prochaine candidate, Chloé Petit-Jean, qui est doctorante à l'université de Toulouse-Jaurès, et qui va nous parler de la parure monumentale des villes de l'Est de la Gaule sous le Haut-Empire. Et je la laisse tout nous détailler. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé Petit-Jean et je suis en 5e année de thèse en archéologie. Ce qui veut dire pour la plupart des gens que mon travail, c'est un peu celui d'Indiana Jones. Mais entre réalité et fiction, il y a souvent un grand pas. Alors tout d'abord, je vous rassure, ma vie n'est pas constamment en danger. Et ma cité mystérieuse à moi n'est ni maudite, ni très exotique, puisqu'elle se trouve en France, dans les Vosges, à Grand. C'est l'actuel village qui renferme les vestiges de la cité gallo-romaine d'Andésina. Mon travail de thèse, c'est d'étudier ces vestiges et d'essayer de reconstituer les édifices monumentaux qui ornaient la cité. Vous avez ici une représentation d'Andésina telle qu'on l'imaginait au 1er siècle après Jésus-Christ. Son amphithéâtre est l'un des 10 plus grands de l'Empire romain. Elle possède également un rempart, le seul de cette époque construit au nord de la Gaule. Il y a également des thermes, des temples, une basilique, bref, des bâtiments remarquables, mais dont il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges plus ou moins bien conservés. Alors, comment comprendre comment ils ont été construits et à quoi ressemblaient-ils ? Quelles étaient leurs dimensions, leur morphologie ? Quel était leur décor ? Pour ça, je mets mes pelles, mes truelles et mes pinceaux de côté et j'utilise les nouvelles technologies. Je passe l'intégralité de mon site au scanner, au laser, au radar, au rayon, toute une batterie d'examens. Je collecte ainsi une multitude d'images qui me permettent d'obtenir des images des vestiges qui sont encore enfouis, mais aussi de ceux qui sont encore en élévation. Puis, sur mon ordinateur, j'assemble toutes ces informations et je les étudie. Je les compare, je les mesure, je crée des coupes, des plans, pour enfin reconstituer ces vestiges en 3D.
Au milieu de ces ruines virtuelles, je projette alors l'architecture. J'élève des murs, je reconstitue des voûtes, je redessine des ouvertures, j'ajoute une corniche ici, des feuilles d'acanthe là, et nous voilà de nouveau à Andésina, dans l'Antiquité. Vous l'aurez compris, mon travail est loin d'être celui d'Indiana Jones, avec un petit peu moins de lasso et de serpents, un petit peu plus d'ordinateurs et de technologie, mais l'objectif reste le même, redécouvrir et mettre en valeur les trésors de notre passé. Je vous remercie. Merci beaucoup Chloé. Donc, tout de suite, nous allons passer à nos 2 dernières présentations. Donc, j'appelle Elora Weilangerer de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui va nous parler de la surprise dans la peinture d'histoire en France au XVIIIe et début XIXe siècle. Mesdames et messieurs, bonjour. En venant à ce festival, je passe devant une publicité pour un parc d'attractions. Le slogan « Attendez-vous à être surpris !» point d'exclamation. Sur l'affiche, des gens avec le regard ébahi, des paumes écartées et des bouches ouvertes à s'en déchirer la mâchoire. Mesdames et messieurs, vous l'aurez peut-être compris, ils sont surpris, adoptant une gestuelle et une expression classique de la surprise que Charles Lebrun, accessoirement connu pour Versailles, avait dès le XVIIe siècle théorisé. On peut supposer que le texte est suffisamment explicite pour qu'il ne soit en plus accompagné de l'image. Mais c'est que toute histoire qu'on nous dit être surprenante, incroyable, hors du commun, a besoin d'être prouvée, appuyée par un personnage témoin. Notre témoin, c'est celui qui rapporte le miracle, auquel, stupéfait, il a lui-même assisté, vu de ses yeux vus. Non seulement donc l'histoire est surprenante, mais surtout, et la réaction de ce personnage l'atteste, elle a eu lieu. Dans ma thèse portant sur la surprise dans la peinture d'histoire en France, je cherche à montrer que la surprise est un véritable outil qu'utilisent les peintres pour faire adhérer le spectateur à l'histoire qu'ils représentent. Dans le même temps qu'on figure la surprise, on cherche à la provoquer. Attendez-vous à être surpris, disent déjà les personnages des récits étonnants peints à l'époque que j'explore. Mais c'est un phénomène complètement nouveau. Et je souhaite montrer que c'est à partir de cette fin du XVIIIe siècle que la surprise devient, à proprement parler, un critère esthétique, tandis que les siècles précédents l'associaient encore au féminin, à l'esprit faible et au vulgaire. On sait que l'étonnement est la source de la philosophie. Pourquoi la surprise ne serait-elle pas le moteur de l'histoire ? Imaginons que David n'ait pas peint de soldats stupéfaits, les bras dressés, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, assistant à la déchéance de son ancien général qu'il découvre en train de faire l'aumône. Imaginons encore que tel autre peintre représente le retour d'Ulysse à Ithaque sans montrer la stupeur sur le visage de sa nourrice. Admettons enfin qu'il n'y ait aucun mouvement de surprise chez Jeanne d'Arc entendant des voix pour la première fois. Eh bien, mesdames et messieurs, s'il n'y avait pas de surprise, il n'y aurait pas d'histoire. Car pour croire à une histoire extraordinaire, il faut qu'on nous dise, et plus encore qu'on nous montre, que nous ne sommes pas les seuls à en être surpris. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je vous remercie. Alors, je vous ai menti tout à l'heure, il reste encore 2 personnes. Donc tout de suite, nous allons accueillir Lin Yiting, qui est doctorant à l'Université de Lille et qui va nous parler de la révolution picturale de l'impressionnisme en France et sa réception en Chine. L'impressionnisme a été introduit en Chine au début du XXe siècle
à l'occasion de la modernisation de la culture chinoise. Mais en 1957, le commencement de la guerre sino-japonaise arrête ce processus. L'introduction de l'impressionnisme est donc cédée à la propagande artistique qui a pour objet d'encourager et d'assembler les Chinois à défendre leur pays. L'art communiste, qui n'est autre que le réalisme socialiste, va être né pendant cette guerre. Au nom de l'art pour le peuple, le communiste transforme l'art en un outil servant leur intérêt. Après la fondation de la République populaire de Chine, le réalisme socialiste devient la politique nationale. Entre 1956 et 1957, l'impressionnisme est publiquement discuté, surtout autour de cette question. L'impressionnisme est-il réaliste? Quand la description est dérivée jusqu'à menacer la légitimité du réalisme socialiste, les autorités chinoises interviennent. L'impressionnisme est donc qualifié d'anti-réalisme et d'un art dégradant qui est toxique pour le peuple. En analysant cette discussion et en établissant le champ de la critique de cette époque, on peut constater que la raison pour laquelle l'impressionnisme a été censuré est tout à cause de sa révolution picturale qui transforme l'art en un outil pour exprimer la sensation et la perception individuelle. Cela empêche l'art de devenir cela empêche l'art de servir les intérêts des autorités. Après 1976, l'impressionnisme a été réintroduit en Chine et a été requalifié d'un mouvement artistique révolutionnaire. Il déclenche de nouveau la modernisation de l'art chinois. Bien que son rôle soit limité, il a quand même permis à une partie de l'art chinois de sortir du réalisme socialiste et d'entrer dans une ère moderne. La réception de l'impressionnisme est l'indice de la modernisation de la culture chinoise. Ainsi, en analysant... Merci beaucoup, Lynn. Et donc, pour finir, nous allons accueillir Océane Xiaonan Zhang de l'université Rennes 2, qui va nous parler des courtisanes dans la peinture chinoise des XVIe et XVIIe siècles. Bonjour à tous, je suis ravie de partager avec vous ce qui me tient à cœur. Les courtisanes dans la peinture et la littérature chinoise de la dynastie de Ming, 500 ans avant notre époque. Vous souvenez-vous de la dernière peinture classique chinoise que vous avez vue? Quelle image vous rappelez-vous? Est-ce que c'est une peinture de paysage ou bien un bodhisattva? On se l'a rencontré dans un musée d'art asiatique. On n'en voit pas assez, c'est certain. Regardez s'il vous plaît cette peinture à gauche. Une peinture monochrome sans arrière-plan et extrêmement simple. La peinture est composée de deux parties. D'abord, une image circulaire composée de 6 personnages qui sont en train d'admirer la danse d'une courtisane en milieu du cercle. Et en partie haute, les inscriptions des lettrés occupent presque moitié place du rouleau vertical et explicitent l'identité de chaque personnage. En effet, à l'époque, les lettrés révèlent leur fréquentation des courtisanes de façon plus ou moins ouverte dans leur création artistique et littéraire. D'autre part, certaines courtisanes ont même laissé une grande
grande œuvre artistique à la postérité. Cependant, les relations entre ces deux parties ont volontairement été dissimulées ou méprisées durant des siècles, en particulier dans l'histoire de l'art chinois et dans la société bien policée au début du XXe siècle. De plus, au XVe siècle, il n'y avait pas vraiment de place pour les femmes. Pourtant, les courtisanes semblent faire exception. Elles représentent paradoxalement à la fois une classe misérable de la société et une vie splendide et libre. Ma recherche vise à reconstruire une histoire de la peinture lettrée, en l'équilibrant mieux, en redonnant une place aux relations de séduction entre lettrés et courtisanes. Car c'est ainsi que les interactions sociales et culturelles reprennent tout leur sens. Les femmes ont eu une place dans l'art classique chinois. Maintenant, il faut la montrer au grand jour. Merci pour vos écoutes. Merci beaucoup, Océane. J'aimerais qu'on réapplaudisse encore une fois tous les participants qui sont venus aujourd'hui présenter, qui ont eu vraiment un courage formidable de venir présenter leur recherche en 3 minutes. Et j'aimerais aussi une autre salve d'applaudissements pour les élèves, les doctorants internationaux qui, en plus, ont fait l'effort non seulement de traduire leur recherche au public, mais aussi de la traduire en français. Et voilà. Donc maintenant, je vais laisser le jury se retirer et délibérer pour les 2 prix du jury. Et le public, vous pouvez voter pour votre prestation qui vous a plus marqué, vous avez trouvé la plus intéressante, qui vous a appris le plus, sur le compte Instagram du festival. Et nous nous retrouvons, donc nous sommes là pour vous aider s'il y a des questions, et nous nous retrouvons très vite pour annoncer les lauréats. Merci. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher. Je vais essayer de parler fort pour attirer les gens qui ont pris un peu l'air. Donc, le jury a longuement délibéré et je l'ai oublié de vous rappeler que c'était effectivement un concours et c'est un concours qui a des enjeux importants parce que le premier prix du public est doté d'une somme de 1 200 € pour le lauréat ou la lauréate. Et le deuxième prix du jury, pardon, le premier prix du jury, et le deuxième prix du jury de 800 €. Et le prix du public allouera une somme de 500 € au lauréat ou à la lauréate. Donc, sans plus vous faire patienter, je vais donner la parole à Christian Voll pour annoncer les 2 prix du jury. Donc voici les résultats des prix, mais le jury voudrait avant tout souligner la qualité remarquable des présentations que l'on a eues. C'était vraiment très très impressionnant. Alors le premier prix est attribué à Anton Moret sur la place des montres et instruments mécaniques de mesure du temps. Et le second prix à Océane Zhang pour les courtisanes à la peinture chinoise du 17 et 18e. Bravo, félicitations, c'est vraiment très, très, très bien. Maintenant, il faut publier votre thèse. Ah, voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit... Je suis très content, très fier aussi, parce que l'exercice de ma thèse en 180 secondes, c'est quelque chose que je pratiquais en fait sans vraiment le pratiquer. Depuis quelques années, je donne des conférences, notamment à destination de publics âgés, dans des maisons de retraite où j'ai fait des visites, et donc c'est un exercice qui demande beaucoup de... il faut reformuler ses propos, il faut articuler, il faut parler très clairement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et j'ai un petit peu retrouvé ça en pratiquant cet exercice de ma thèse en 180 secondes. Et comme j'aime beaucoup mon sujet, j'avais encore plus à cœur de le partager. Donc je remercie beaucoup le jury de m'avoir choisi. C'est très gentil.
Merci beaucoup pour le jury, pour tout le monde et surtout pour tous maintenant c'est mes camarades. Je suis super contente de faire connaissance à tout le monde, surtout sans elles, sans eux, je ne peux pas y arriver jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup. Vous êtes tous merveilleux. Merci. Voilà, il vous faut maintenant terminer votre thèse et la publier. Toujours cette pression. Maintenant, je vais vous annoncer le prix du public. Donc, nous avons récolté plus de 100 voix la personne qui a été choisie pour ce prix du public est Elora Weilangerer de Paris 1 Panthéon pour la surprise dans la peinture d'histoire. Bravo. Merci beaucoup. Merci effectivement à toutes celles qui ont été là, avec lesquelles on s'est rencontrés en fait juste hier pour préparer ma thèse en 180 secondes. Et je trouve qu'il y a eu une sororité, je trouve qu'il y a eu une camaraderie. Et ma thèse en 180 secondes, c'est pas juste ce prix, c'est aussi de connaître les thèses des autres personnes, de les découvrir. Et je pense que ce qui était très important, c'était de découvrir les thèses de tout le monde aujourd'hui. Donc bravo à tous et à toutes. Et merci. Pour conclure, je vais donner la parole à Eric de Chassé, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Merci beaucoup, Lucie. Je voudrais féliciter évidemment l'ensemble des candidates et des candidats, les lauréates et les lauréats, mais pas seulement. Effectivement, on a assisté à de très belles présentations, à des sujets qui font extrêmement envie. Je voudrais peut-être juste préciser une chose. L'Institut national d'histoire de l'art organise cette compétition, ma thèse en 180 secondes, organise également, au moment des Journées européennes du patrimoine en septembre à Paris, des présentations de mémoire de master en 180 secondes, des présentations de thèse en 10 minutes. Notre idée n'est pas de dire que tout pourrait se résumer très rapidement, et je pense que vous l'avez compris avec les prestations auxquelles nous avons assisté, mais bien de donner l'habitude de traduire des pensées complexes en des formules ramassées qui permettent ensuite aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir la pensée complexe qui a été ainsi non pas résumée, parce que je crois qu'on n'a eu aucun résumé ici, mais effectivement qui a été synthétisée avec juste une idée qui permet de vouloir en savoir plus. C'est extrêmement important parce que si nous croyons que l'histoire de l'art peut s'adresser à tout le monde, il faut que nous nous habituions, nous, historiennes et historiennes de l'art, à être des passeurs et à faire en sorte que ce qui nous nourrit, ce qui conditionne l'ensemble de notre vie, et évidemment le moment où on est en train de rédiger sa thèse, c'est un moment particulièrement important pour cela, nous puissions le diffuser auprès du plus large public. C'est ce que vous avez su faire magnifiquement, toutes et tous, et c'est ce que je crois le Festival de l'Histoire de l'Art aussi permet de faire. Merci à vous, je vous invite extrêmement nombreuses et nombreux à venir écouter également les candidats pour la présentation du master au mois de septembre, qui viennent aussi de toute la France, parce qu'un des éléments que je veux souligner, c'est effectivement le fait que, vous l'avez entendu, nous avons des candidates et des candidats qui viennent de Paris, mais de l'ensemble du territoire national, qui remportent des prix. Il y a l'histoire de l'art partout, il y a une histoire de l'art magnifique partout, surtout chez la jeune génération. C'est celle-là que nous voulons voir grandir. Merci aux membres du jury d'avoir accepté aussi de permettre cette croissance. Merci à tous et à toutes.